Bienvenue au Trio économique. Ça s'en vient bien notre affaire, sérieusement. On est rendu à plus de 1000 spectateurs pour chaque podcast. C'est quand même assez stimulant, fait que merci de nous encourager. Toujours en temps presque réel sur Patreon, parce que Prank doit faire un job de montage, non pas pour couper les niaiseries qu'on dit, mais pour trouver tous les liens, qu'est-ce que Vincent parle souvent, pour les ajouter, pour vous donner un peu plus de features sur YouTube. Et puis sur YouTube, vraiment, l'épisode est disponible à grand public 4 semaines en retard, évidemment. Donc, ceux-là qui aiment trop ça présentement sur YouTube, ben, c'est le temps de venir sur Patreon pour en avoir 4 de bonus. Il y en a déjà qui vous attendent là-dessus. Fait que merci du support. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour partager un peu nos connaissances en économie, partager nos idées, avoir du fun, honnêtement. J'ai vraiment pris plaisir à faire ce podcast-là. Fait que n'hésitez pas à nous encourager. Ça fait du bien de parler d'autres choses que de l'actualité de temps en temps, honnêtement. Fait que, aujourd'hui, on se tente de. C'est comment qu'on appelle ça? Pas des. Tu sais, l'affaire, là, la date qui revient, 1984, Vincent, t'as starté avec ça? Là? Ouais, comment ça s'appelle? Des éphémérides. On y va avec des. Wow. On va avec des éphémérides aujourd'hui. Yann a du vocabulaire. Ouais, j'ai pas de culture générale, mais j'ai du vocabulaire. Du vocabulaire. Ben écoute, c'est l'inverse des gens qu'on aime critiquer. Ils ont beaucoup de vocabulaire, mais très peu de culture générale. Mais non, aujourd'hui, en fait, le 10 août, c'est en 1984, c'était la sortie du film Red Dawn, qui, pour tous les gens qui sont moindrement à droite du centre, est un film culte, largement parce que c'est l'histoire de 5 ou 6 adolescents qui se cachent après une invasion soviétique des États-Unis dans les années 80. Ils se cachent dans les montagnes du Colorado pour combattre l'URSS entre adolescents. Et c'est vraiment un film incroyable. Ben écoute, il va falloir que je l'écoute. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Mais tu sais, t'es un grand maître à penser pour moi. Tu m'as fait découvrir plein d'affaires au fil du temps. Puis juste donner une idée, parce qu'on riait un peu avant qu'on starte le podcast, là, c'est qu'il me parlait de Red Dawn, ça me disait vraiment rien. Là. Puis c'est pas la première fois, je veux dire. La première fois que j'ai écouté Star Wars, là, j'étais début trentaine. Là. Ça vous donne un peu un exemple comment côté moi, cinéma, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Tu as des enfants à ce stade-ci. Je ne pense pas que Red Dawn, ça rentre dans leur catégorie, mais Star Wars, tu n'avais pas vraiment d'excuses. Ben, ouais. Honnêtement, écoute, d'où est-ce que j'ai grandi? Il n'y avait pas de cinéma. C'était 45 minutes de char pour aller à un cinéma. Deuxièmement, on avait 2 postes. C'était Radio-Canada, TVA. TQS ne rentrait même pas dans le temps quand j'étais TQ. Puis, honnêtement, j'étais dehors. J'avais rien à foutre avec une télé quand j'étais jeune. Là. Ça m'intéressait zéro pin bar. Fait que toute la culture cinématographique, moi, de mon côté, là, le nom des acteurs, moi, ça m'avait fessé parce que les gars à Radio X, c'est des tripeux de cinéma, c'est des tripeux de musique et tout ça. Moi, de voir qu'ils connaissent, non pas juste les chanteurs ou comme un gars comme Frank qui est hallucinant de ce côté-là, mais ils connaissent le gars qui a réalisé puis qui a mixé en arrière. Tu dis, tabarnak, je suis décrinqué. Là, je veux dire, moi, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est musique, j'ai quasiment pas touché à ça dans ma vie ou presque pas. Là. Ouais, ben il faut que ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, ça sert à rien de fouiller là-dessus. Là, c'est une manière de savoir si c'est Rick Rubin ou tel autre gars qui a produit tel album des années 90. Si tu n'as pas d'intérêt pour ça, on s'en fout. Là, exact. Mais je vais probablement l'écouter parce que l'une des choses qui m'avait fait découvrir, Vincent, j'avais vraiment trippé, même si c'était morbide, c'était Lovecraft, le Cthulhu. Ouais. Tes affaires, tu faisais plein d'inside jokes sur le Cthulhu dans le temps, puis j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Puis de quoi qu'il parle? Puis t'es vraiment un geek, là, on s'entend. C'est sérieux, ça. Là. T'es un fan de Lovecraft? Ben j'ai trippé là-dessus, sérieux. Ah non, attends un peu, là. Je vais continuer de parler, je vais vous montrer de quoi. C'est parce que Lovecraft, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme la science-fiction aux États-Unis. Il y avait une sorte de science-fiction en littérature qui émergeait, par exemple, en Grande-Bretagne, en France au 19e siècle. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Frank? En ce moment, on joue à ça, là, moi et ma blonde. Arkham of Horror, c'est un board game basé sur l'univers de Lovecraft.
Tu vois tu vois les intérêts quand même. C'est pas stagé, là. Je suis pas allé acheter ce jeu-là pendant que vous parliez. Là. Si tu as dit Lovecraft, j'ai fait j'ai un jeu là-dessus. mais la raison, c'est qu'au 19e siècle, tu avais un style littéraire où est-ce que tu avais en France, par exemple, Jules Verne, le Tour du monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers. C'était tous des films qui étaient des livres qui étaient largement de science-fiction, mais un peu optimiste. Il n'y avait pas un aspect noir à ça. Aux États-Unis, il n'y avait aucunement ce genre de littérature-là. Jusqu'à Lovecraft. Puis Lovecraft, il a introduit les premières formes de science-fiction aux États-Unis, mais c'est exclusivement dark. C'est vraiment la première science-fiction dark à fond, mais il y a une espèce d'aspect hyper nihiliste dedans que c'est pas ma philosophie personnelle d'être nihiliste, mais j'en consomme un peu du nihilisme. Des fois, j'ai juste envie de regarder. Tu sais, quand tu as la scène dans Batman, The Dark Knight, puis il dit You know, Master Wayne, some people just want to watch the world burn. Des fois, je me dis c'est exactement ma description. Des fois, c'est vrai que tu regardes le chaos, puis tu dis je veux juste avoir un petit peu plus de chaos, puis de bordel. Puis Lovecraft, c'est exactement ça. Lovecraft, c'est vraiment. C'est tordu, pas pire, le gars, là, on s'entend. C'est être tordu comme une finalité en soi. Ben, tu sais, le côté très. Moi, ça me fait rire, en fait, ce côté-là, tu sais, comme tu dis, nihiliste ou très négatif, m'a toujours fait rire. Là. Je me souviens que quand j'étais à l'université, un des philosophes que j'aimais le plus lire, c'était un gars qui s'appelle Arthur Schopenhauer. C'était un Allemand. Puis lui écrivait des trucs dans ses livres là, que tu ne penses pas qu'un universitaire, parce que c'est un professeur d'université, jamais tu penserais qu'un prof d'université écrirait des trucs de même. Comme Mané, il dit j'ai été dans la classe, quand j'étais étudiant, j'ai suivi les cours de Fichte. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait, puis souvent, j'avais envie d'y tirer une balle. Il écrit ça dans ses livres. Là. C'était juste comme OK, c'est juste trop. Calme-toi. Ouais, c'est ça. Ça ne viendrait pas à l'idée de penser qu'un universitaire écrirait ça dans ses livres. Ça. Mais écoute, le monde universitaire est beaucoup plus dark que ça. En général, en fait, je te dirais que c'est dans le monde académique que j'ai trouvé les plus de gens qui ont des problèmes presque quasi naturels de dépression. Puis ça fait du sens que tu aies. C'est pas que c'est ça que c'est le monde universitaire qui cause ça, c'est que je pense que tu sélectionnes. Généralement, si tu veux un peu de santé mentale puis que tu es une personne excessivement dépressive, ben, le monde universitaire donne tellement de contrôle sur ta vie en général que les gens qui sont hyper dépressifs, naturellement, je pense qu'ils sélectionnent là-dedans parce que ça leur donne un sentiment plus grand de contrôle sur leur vie au quotidien parce qu'il y a quand même une certaine régularité dans les activités, mais c'est incroyable le nombre de gens qui sont comme Schopenhauer ou qui sont comme Lovecraft, qui sont vraiment des gens, tu leur parles, t'es là. Tu sais que la vie est belle. Hein? Tu sais que ça peut être le fun de vivre. Je te dis ça. Ouais, c'est ça. Ça peut être. Tu peux. Mais la moyenne, c'est vraiment généralement un baseline vraiment différent en termes de personnalité. Juste 2 secondes, peut-être aux auditeurs. Vincent, il y a un petit peu de difficulté avec le son. Là, juste vous dire, c'est pas catastrophique, ce ne sera pas tout le temps de même, c'est vraiment un déménagement. Là, donc, inquiétez-vous Vincent, pas. il est rendu SDF, c'est ça qu'il faut dire. Ouais! T'es rendu SDF, c'est ça qu'il faut dire. C'est quoi ça? Sans domicile fixe. Ben, encore pour 2 semaines. J'attends qu'on puisse traverser la frontière pour aller dans ma nouvelle maison en Virginie. Oh! Tu t'es déjà trouvé de quoi, une maison? Tu n'es même pas un appartement? Là, non, on a une maison. On la loue pour commencer, mais il y a une option d'achat dessus qui est possible. Le problème de la chose, c'est que les visas américains font que tu ne peux pas rentrer plus que 10 jours avant la date du début de ton contrat. Aïe, aïe. Fait que nous, on est pognés ici jusqu'à ce qu'on ait le droit légalement d'entrer. On pourrait rentrer maintenant comme ça, mais nos biens ne peuvent pas nous suivre tant qu'on ne rentre pas comme travailleurs. Fait qu'on a comme... C'est vraiment complexe, les lois d'immigration américaines. Ça n'a aucun bon sens. J'en doute pas. On pense souvent que c'est le grand pays de la liberté, mais des fois, on fait le saut de voir leur administration publique, comment ils sont tough. Là. Ben oui, mais non seulement ça, mais il y a une couple de semaines, là,
le personnage le plus déplaisant de la presse québécoise, Patrick Lagacé, qui constamment cherche à insulter des gens par finalité en soi. Il avait écrit c'est son parce que petit texte. c'est son truc, en fait, pour avoir des clics, je pense. Là. Je pense qu'il a compris que, en fait, personne ne lit ses articles s'il n'insulte pas quelqu'un. Là. Donc, Oui, mais c'est super mature, hein, je veux dire. C'est le genre de texte qui ouais. montre une profondeur intellectuelle. Ben, Moi, hier, moi, je me fais publier dans des journaux scientifiques quand je dis telle personne, vraiment, c'est un imbécile. Mais ouais. Lagacé, quand il écrivait sa chronique il y a quelques semaines, insultait naturellement tous les Américains en disant qu'ils avaient un État-providence, qu'ils n'avaient rien fait, qu'ils avaient laissé les pauvres souffrir pendant la pandémie. C'était factuellement pas vrai. D'ailleurs, Non, c'est toute de la bullshit, voyons. les États-Unis ont été le pays qui a dépensé le deuxième plus de toute l'OCDE en proportion du PIB en relief spending. Donc, Ben, non seulement ça, Vincent, mais ils soignaient gratuitement des étrangers. On connaît, Ben, en nous autres, plus, des gens là, qui ont été. En fait, je connais une personne qui est hospitalisée pour la COVID aux États-Unis, puis en plus de ça, il a été hospitalisé, vacciné gratuitement. Là. oui, ben écoute, ça ajoute à mon point. Mais les États-Unis, les gens pensent, puis ça a montré la raison que je souligne de l'agacer, c'est que c'est comme un cliché cheap que les gens ont des États-Unis, où est-ce qu'ils pensent que les États-Unis, c'est un pays comme ultra-capitaliste. Et la réalité, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui est vraiment toujours dans la paradoxe. C'est un pays constant de multiples paradoxes. Effectivement, c'est un pays qui, historiquement, il y avait l'idée que c'était une terre de promesses, mais en même temps, c'est un des pays qui, même si, par exemple, l'État taxe très peu, il réglemente beaucoup plus. Donc, tu regardes les indices de liberté économique que des pays comme le Danemark ou la Suède qui scorent beaucoup mieux que les États-Unis sur le plan de la réglementation, mais pas sur le plan de la taille de l'État. Mais l'affaire, c'est que la taille de l'État, ce n'est pas le facteur le plus important, par exemple, pour la croissance économique. C'est beaucoup plus important, par exemple, pour la croissance ou l'innovation, mais pas certains types de croissance. Il y a vraiment beaucoup de nuances à faire, mais les États-Unis, ça n'a jamais été ce pays comme ça. Ce n'est pas un paradis free market. Là. Les gens qui pensent ça montre que ce qu'ils ont, là, c'est soit qu'ils ont une vision carrément dichotomique de la réalité, c'est noir ou blanc, puis qu'il n'y a pas de complexité, mais c'est aussi à la limite unidimensionnel. Tu as juste une ligne où est-ce que tu as à quel point tu as un État de droite ou un État de gauche, alors qu'en réalité, ça ne montre pas les multiples dimensions de c'est quoi que l'État fait. Mais les États-Unis rentrent vraiment pas dans la catégorie de free market. Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Ce qui est vraiment plus impressionnant pour moi des États-Unis, c'est le fait que, historiquement, ça, c'est la chose qui, quand même, est assez impressionnante. Malgré toutes les choses aux États-Unis qui pourraient faire que une démocratie pourrait s'effondrer, ils sont capables de soutenir et qu'en dépit de toutes les choses qui feraient en sorte qu'ils seraient une société plus pauvre, ils sont capables de devenir riches, ce qui dit énormément sur quelque chose des institutions américaines parce que les États-Unis étaient historiquement très violents, même dans l'époque coloniale. Deux, c'est un pays qui avait des conditions excessivement uniques en termes de. Puis ça compte en économie, la quantité de terre relativement au nombre de gens. Ça change les rapports de force dans la société, qui avait un esclavage assez important, mais qui était diversifié par des régions du pays, ce qui est très, très rare. Généralement, les pays ont généralement une seule géographie qui est suitable ou pas non-suitable pour certains types d'élevage qui se font avec l'esclavage. Mais là, aux États-Unis, dans ce cas, tu avais une section qui l'était, qui ne l'était pas. Tu as des tensions historiques qui existent. Puis malgré tout, c'est quand même une des sociétés les plus riches sur Terre, puis une des démocraties les plus libérales qu'il n'y a pas. Ça devrait dire qu'il y a quelque chose dans l'expérience américaine qui fonctionne, puis qu'on devrait se rappeler de certaines vertus. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais c'est en dépit de toutes les choses qui jouent contre eux, là, dont l'hétérogénéité, le fait que tu as autant de gens très différents aux États-Unis. C'est facile pour les Suédois, quand ils sont tous la même chose, blonds, aux yeux bleus, puis tous luthériens. Le niveau de confiance interpersonnelle entre les gens est très élevé en Suède pour une raison. Les gens se reconnaissent l'un dans l'autre. Comme au Japon. Ben, c'est ça, mais des sociétés homogènes, c'est des sociétés qui ont beaucoup plus, qui ont un avantage, les sociétés hétérogènes. Mais les États-Unis, en dépit de ça,
parce que l'hétérogénéité ouvre la porte à du conflit. Mais les États-Unis, en dépit de cette grande hétérogénéité-là, sont capables de maintenir des conflits extrêmes, parce que pour des mêmes niveaux d'hétérogénéité sociale, tu observes d'autres pays, puis c'est incroyable la violence qu'il y a dans ces pays-là. Là. Puis c'est pas des démocraties libérales. Donc, les États-Unis, ce qui les rend exceptionnels, c'est tout ce qui aurait pu les faire tomber. Puis malgré tout, c'est une société riche, hyper prospère, quand même excessivement. Beaucoup, tu sais, que là, on dit qu'ils sont inégaux, mais c'est pas exactement vrai. Les États-Unis sont une société quand même assez égalitaire, même selon les standards de l'OCDE. Donc, tu sais, faut pas exagérer non plus. Là. Mais tu sais, si tu fais parce que là, tout ce que tu as exposé là, c'est basé sur des faits, puis c'est un exposé logique. Si tu veux faire un texte de 3 paragraphes dans la presse où tu insultes des gens au travers, c'est pas ce qui est le plus efficace. C'était mieux d'y aller avec des grossièretés, puis des lignes, là, ah oui, mais le déclin de ci, puis c'est tout le temps les mêmes. Moi, depuis que je suis au monde, j'entends ça, le déclin de l'Empire américain. Je veux dire, au moins, eux autres, s'ils sont dans le déclin, ils ont eu l'excuse d'avoir été un empire. Là. Ici, on n'a jamais été un empire qu'on ne peut pas décliner. Mais on a déjà fait un gros podcast là-dessus, toi puis moi, puis le problème des Américains, c'est pas qu'ils sont Américains ou c'est pas qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont premiers. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de ça là-dedans. Je veux dire, l'anti-américanisme, c'est pas l'anti-américanisme, c'est de l'anti-succès. Je veux dire, à peu près dans tous les sports que tu vas faire, l'équipe qui est en tête de liste puis qui a une bonne avance sur les autres, là, elle se fait bitcher par toutes les équipes en bas. Là. Tu sais, je veux dire, c'est très humain d'agir comme ça, de bitcher ceux qui sont premiers. Puis les Américains étant premiers dans plusieurs aspects de nos vies, ben on les bitch constamment. Puis ça, c'est pas typiquement québécois, c'est typiquement français aussi, c'est typiquement anglais également. Tu sais, ça vient un peu partout. En fait, c'est typiquement humain de bitcher le premier. Là. Mais si tu lis les journaux québécois versus, mettons, canadiens, oui, les Canadiens anglais ont une forme d'anti-américanisme parce qu'il faut bien qu'ils trouvent une manière de se différencier d'eux autres parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui est... En fait, à part le système de santé qui est canadien, il n'y a pas grand-chose qui est différencié. Donc, il faut qu'ils haïssent un peu pour permettre de se distancer. Là. Mais l'anti-américanisme maladif que tu vois là, dans les journaux du Québec, là, je ne dis pas qu'ailleurs, ça n'existe pas, mais ici, c'est particulièrement marqué. Tu as des personnages, mettons... Non, mais tu as des personnages, mettons, comme Normand Lester ou d'autres que je nommerais pas nécessairement. C'est chaque jour, chaque article, pendant des années, parle de ça. Comment Normand Lester, il y a un podcast là-dessus au complet. Comment tous les titres, tu regardes tous les titres des épisodes, c'est tout. Il n'y a jamais rien de positif. Tout ce que fait les Américains, c'est des malades, des débiles. Je veux juste faire une nuance. Les Québécois en général ont vraiment une opinion très élevée des Américains. Premièrement, il suffit de regarder la proportion de Québécois qui ont des ancêtres ou des connexions familiales avec les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre. Donc, juste là, déjà là, tu as au moins 5 à 10 % des Québécois qui ont un lien pas mal direct avec les États-Unis. Tu as ceux qui y vont fréquemment pour des voyages, qui aiment aller aux États-Unis, qui aiment faire le road trip aux États-Unis. D'ailleurs, quand tu demandes à un Québécois où est-ce que tu fais un road trip, c'est pas à travers le Canada. Un road trip pour un Québécois, là, où est-ce que tu prends ton Winnebago? Route 66. Exactement. C'est exactement ça la référence que j'allais faire. Tu traverses les États-Unis de fond en comble. Je pense que ce qu'il y a, c'est que, puis c'est peut-être la nuance que j'ajouterais à celle que je viens de faire, donc c'est plus dans les médias que celle-là. Puis ça revient un peu à du signaling. C'est que si tu t'en viens à avoir accepté le discours que le mythe que les États-Unis, c'est une société free market, mais dès que tu es de gauche, tu signales ton affiliation à ta tribu en dénigrant les États-Unis. Mais là, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais exactement quand tu fais ce point-là? Es-tu en train tant de croire ça que tu es en train de montrer que tu fais partie de tel groupe idéologique? Puis non seulement ça, mais ça marche aussi de l'autre bord. Hein? Il y a des gens de droite qui vont défendre maladivement les États-Unis parce que la gauche aime les attaquer. Aussi. Donc, c'est rendu un symbole plus qu'autre chose. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans le débat avec les États-Unis, là, c'est la chose suivante. Il y a été une époque où est-ce que vraiment il y avait une
bonne portion de la population qui n'avait aucune assurance maladie. Là. Tu sais, ben, avant Obamacare et ces affaires-là. Cette affaire, c'est quand tu posais la question aux Québécois, c'est quoi, tu penses que les pauvres ne peuvent pas aller à l'hôpital ou tu penses que les vieux ne peuvent pas aller à l'hôpital? Ils disaient oui. Oui, mais c'est parce que les vieux, c'est Medicare, les pauvres, c'est Medicaid. La plupart des gens non assurés, c'est souvent des travailleurs autonomes, puis il y en a plusieurs qui font un 6 chiffres là-dedans. Là. Oui, puis surtout que le secteur de la santé, puis ça va nous permettre d'aborder le premier sujet, là, qu'on s'était pitché, qu'on voulait faire. J'ai une autre parenthèse, moi, là-dessus. Ben, veux-tu y aller avant? Ben oui, mais parce que je pense qu'il y a un phénomène là-dedans, c'est que dans la société d'aujourd'hui, là, tu ne peux plus tenir de propos haineux envers pratiquement personne. Tu sais, ça ne se fait plus tenir en public des propos dégradants sur les Noirs, sur les Asiatiques ou peu importe. Par contre, des propos haineux sur les Anglais et majoritairement sur les Américains, c'est toléré dans notre société. C'est toléré, c'est même jusqu'à quelque part valorisé. Moi, combien de fois dans des réunions de famille ou dans des discussions entre amis, tu as quelqu'un qui te lâche un truc. De toute façon, c'est un esti d'Américain. Il n'y a jamais personne qui va te dire un truc de même sur les Noirs, les Hispaniques, même sur n'importe quelle nationalité européenne ou sur n'importe quelle. Tu sais, puis même les religions, c'est devenu de plus en plus mal vu de faire ce genre de jugement-là. Mais des jugements, là, carrément des clichés racistes sur les Américains qui vivent dans le Sud. C'est toléré, c'est même bien vu dans la société de dire ce genre de propos-là. Ils sont blancs et catholiques. Je m'excuse, là, mais par exemple, l'expression traiter quelqu'un de redneck, c'est une expression raciste. Les rednecks, c'était des immigrants irlandais qui arrivaient aux États-Unis. Et puis, pourquoi ils étaient rouges? Parce qu'ils travaillaient tout le temps dehors. Donc, ils venaient avec des coups de soleil dans le cou. Donc, traiter quelqu'un de redneck, c'est rire d'un immigrant irlandais en réalité. Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça. Il y a. Fait que là, je vais faire trois commentaires bien vite. Un, tu as parlé de redneck, mais le mot précis, ça s'appelle cracker culture. Mm-hmm. Puis c'est un livre d'histoire écrit par Grady McWhinney. C'est Cracker Culture, Celtic Ways in the Old South. Puis le point de ce livre-là, c'est que les rednecks, ça faisait référence à une catégorie culturelle d'immigrants pendant la période coloniale aux États-Unis qui venaient j'oublie si c'est les Lowlands de l'Écosse ou les Highlands de l'Écosse, mais c'était un groupe culturellement très homogène qui se démarquait beaucoup par le fait qu'ils étaient particulièrement violents. Donc, leur pratique, puis que l'idée, c'était que c'était dans un endroit en Écosse où il y avait très peu d'États, et parce qu'il y avait très peu d'États, les mécanismes de gestion de la violence étaient généralement la menace de contre-violence. Donc, c'était comme ça que tu créais un équilibre coopératif entre les gens en l'absence d'un État, mais ça faisait que tu avais certains, lorsque les gens ont immigré, ils ont importé certaines pratiques culturelles qui sont restées avec eux. Puis Thomas Sowell, d'ailleurs, en parlait dans ses incroyables livres sur la culture aux États-Unis, qui est un économiste, Thomas Sowell. Puis il mentionnait comme quoi que cette culture-là aussi, a beaucoup traverser les lignes, puis que tu vois, par exemple, que c'est à cause de cette culture-là. Là, je ne suis pas 100% d'accord avec Sowell là-dessus parce que ça accorde un trop gros poids à la culture, mais lui, il dit que c'est pour ça que quand tu regardes aux États-Unis, puis tu brises le groupe des gens qui se disent noirs, donc quand tu prends le recensement, tu as la question, Are you an African American? Puis tu brises African American, mais selon l'origine parentale. Est-ce que tu viens des Barbades? Est-ce que tu viens de la Jamaïque? Est-ce que tu as immigré d'Afrique après l'abolition de l'esclavage, etc.? Ben, tu vois qu'il y a vraiment une sorte de choses qui est difficile à expliquer, puis qui montre qu'il y a probablement un mélange d'héritage institutionnel de l'esclavage et de la ségrégation, mais aussi un autre aspect qui est peut-être un peu culturel, parce que si tu prends un Nigérien américain, donc quelqu'un qui est né au Nigeria, mais qui a immigré aux États-Unis, son revenu médian de tous les Nigériens américains est supérieur à celui des Blancs américains. Donc là, tu es là. Comment tu expliques ça? Même chose par ailleurs pour ceux qui ont immigré de la Barbade ou de la Jamaïque. Donc, il y a quelque chose qui, à l'intérieur de la communauté noire, qui est lié à la culture. Et Thomas Sowell prend le livre de McWhinney, le Cracker Culture, puis il dit que ceux qui avaient des esclaves
qui étaient aussi des crackers, donc ceux qui étaient de la région d'Écosse qui a eu l'immigration, ont transmis ces caractéristiques culturelles-là. Je ne suis pas convaincu de cette explication-là, mais peu importe comment tu le regardes, ça montre qu'il y a un rôle pour la culture. Fait que, tu sais, tu ajoutes ça, puis là, ça devient encore plus difficile de tenir des propos non nuancés sur les États-Unis. C'est super complexe d'analyser les États-Unis parce qu'il y a toute cette espèce de diversité vraiment étrange. Deuxième chose, Yann parlait de Medicare puis Medicaid. Encore une fois, une autre image de comment les États-Unis, c'est pas ce que les gens pensent que ce que c'est. Tu prends les États-Unis puis leur politique sociale, puis tu te dis, c'est un libre marché de la santé. Non, aux États-Unis, par exemple, depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait des contrôles sur les salaires, bien, les gens ne pouvaient pas attirer des travailleurs en les payant en plus, mais il y a eu un décret gouvernemental qui disait que si tu offrais aux gens de venir travailler pour toi en leur offrant de l'assurance santé, c'était 100% déductible. Donc là, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Tu as créé une distorsion dans le marché pour que l'assurance se fasse par les employeurs et non pas par les individus. Donc là, ce que tu as, c'est que tu as un marché de l'assurance qui fait que si tu n'as pas un job, tu n'as pas d'assurance. Parce que le marché est largement orienté sur des polices collectives et non pas des polices individuelles. Donc là, OK, fine, c'est vrai que ce que ça a, c'est que ça rend tu as un marché tu as un marché un peu privé, mais tu as quand même distorsionné le marché. C'est third-party payer tout le temps. Un des gros problèmes, oui, c'est compétitif. Oui, il y a des assureurs privés. Mais c'est même pas si compétitif que ça. Hein. Tu n'as pas le droit, par exemple, si tu es une compagnie d'assurance en Iowa, tu n'as pas le droit d'offrir des services d'assurance en New Jersey, par exemple. Ce qui ne fait pas de sens. Oui. Fait que là, tu as déjà, je veux dire, tu as des marques. En réalité, ce que tu as, c'est que tu as à peu près 50 petits marchés différents aux États-Unis. Puis, OK, pour l'État de New York ou la Californie, où tu as des dizaines de millions de personnes, c'est peut-être pas dramatique, mais pour des États comme le Wyoming, qui a en dessous d'1 million, ou le Montana ou l'Idaho, là, ça commence à poser des problèmes, ces limitations-là. Puis, tu as aussi une autre affaire aux États-Unis que les gens oublient. Tu as plein de lois qui interdisent la compétition pour les hôpitaux. Ça s'appelle les Certificates of Need. Donc, il faut que tu obtiennes de l'État une licence pour ouvrir ton hôpital, mais la licence est conférée par un corps réglementaire qui est composé des autres hôpitaux déjà établis. C'est comme... Non, mais les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais les Certificates of Need, il y a quelqu'un qui a fait un papier il y a quelques années, je pourrais le retrouver, mais le chiffre, c'était que ça augmentait les primes d'assurance à peu près par État d'environ 15%. Parce que tu avais juste cette loi-là. Donc, tu te dis, OK, il y a plein de gens qui n'étaient pas assurés aux États-Unis. Bon, il y en avait plusieurs qui c'était par choix parce qu'ils étaient trop jeunes, puis ils se disaient, ça ne vaut pas la peine. Tu sais, je veux dire, je suis jeune, les changes que je consomme. Exact. Mais ça faisait en sorte que tu n'étais pas en train de diluer les risques pour les gens qui décidaient de s'assurer. Tu avais une justification un peu pour dire qu'il y avait un rôle pour comme un truc comme Obamacare. Puis, c'est pas déraisonnable comme argument sur des bases économiques, mais aussi, tu rendais ça aussi plus difficile pour les jeunes de vouloir s'assurer pour commencer en ayant toutes ces restrictions-là. Donc, les États-Unis, c'est vraiment un pays de paradoxe parce que tu as une sorte de marché compétitif avec plein de réglementations, puis 2 programmes sociaux, les enfants avec Medicaid, les vieux avec Medicare. Fait que là, tu avais comme 2 portions, plus que tous les soins d'urgence aux États-Unis sont supposés être gratuits. Donc, si ta vie est en danger aux États-Unis, tu te fais tirer, par exemple. Il ne meurt pas dans les rues? Non, tu ne meurs pas dans les rues. Non? Mais là, le système américain, c'est les gens, imagine une boîte, puis ça, c'est le free market. Imagine que chacune des réglementations fait comme un bloc Tetris. Puis là, tu essaies de regarder ça, puis il n'y a aucune logique à ça autre qu'une drôle d'évolution de groupes d'intérêt qui se compétitionnent l'un contre l'autre. Fait que, est-ce que les États-Unis n'ont pas de filet social? Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils ont pas de privé? Non, c'est pas vrai. Ils ont beaucoup de privé, mais c'est comme une sorte de mélange vraiment atroce des deux ensemble. Puis tu es là, tu ne pourrais jamais transplanter ça ailleurs. Puis non seulement ça, mais quand les Américains me disent « Ah, c'est comment ça va se sentir au Canada? » Je dis probablement qu'à la marge, c'est meilleur que le vôtre, étant donné qu'on est au Canada, parce que le marché s'est arrangé autour de ça. Maintenant, c'est organique. Les gens ont baked in, ont priced in les temps d'attente. Puis que si vous devriez transplanter ce que nous, on fait, ça ne marcherait pas chez vous.
Puis si si nous, on transplantait ce que vous faisiez, ça s'effondrerait aussi. Écoute, quelque chose que les gens ne savent pas tout à fait. Moi, quand on est en actuariat, on fait notre cours à l'université, on peut commencer à travailler en actuariat, mais souvent, on continue les cours après avec la Society of Actuaries pour faire un fellowship. Moi, j'achevais. J'avais quasiment fini en 2011. Il me restait une centaine d'heures à mettre là-dessus avant de faire le switch de carrière. Sauf que la track que j'avais choisie, parce que je travaillais chez un assureur collectif, c'est un choix de même. J'ai dit, c'est assurance collective et assurance santé, donc le système de santé américain. Ce que je ne savais pas, c'est que 90% des cours que je faisais, c'était le système de santé américain. Fait que je l'ai étudié vraiment quand même assez en profondeur. J'étais capable de tarifer des produits de santé là, éventuellement, mais j'y vais au Canada, c'est vraiment utile. Mais à part l'assurance voyage, donc les soins de santé en voyage, les chirurgies d'un jour, le dentaire, l'ophtalmologique, tu n'as pas grand-chose. Non, ce que j'avais étudié, ça ne servait pas vraiment dans ma track d'études. Juste un truc qui vaut la peine de mentionner, puis ça, c'est encore un mythe. Les gens pensent que le système de santé au Canada, c'est public. Non, en fait, à peu près 30 à 40% des dépenses de santé au Canada qui sont privées. Ouais. Fait que, tu sais, encore une fois, les gens ont des mythes dans leur tête, mais la raison que le système de santé public réussit quand même à tenir, c'est qu'il a éliminé il a décidé de se cloisonner à certains secteurs dans lesquels il y a comme une sorte de justification, mais aussi celle dans lesquelles, à la marge, ce serait plus difficile pour le privé de rentrer. Il y a comme laissé plus de secteurs. Les soins ophtalmologiques, les soins cosmétiques, les soins dermatologiques, la psychiatrie, il y a certaines sections de psychiatrie qui sont privées. Pharmaceutiques. Parle aux pharmaciennes. Ce que tu vas te rendre compte dans les dernières années, c'est que le système de santé publique décharge son excès souvent dans les pharmacies directement. Oui, puis non, c'est pas ça, mais ça, je veux juste les gens qui m'écœurent là-dessus. Ça m'écœure les gens qui aiment ça fesser sur les pharmaceutiques, mais chaque dollar qu'on dépense en plus sur des pharmaceutiques, sauf 1,60 $ sur des soins d'hospitalisation, parce que juste un antibiotique que tu prends, là, que tu consommes un antibiotique, puis que tu peux rester chez vous puis juste consommer un antibiotique, ça sauve un lit d'hôpital pour une journée. Crois-moi qu'un lit d'hôpital, ça coûte plus cher à produire et à maintenir que de produire et te mettre dans une petite boîte un antibiotique. Ouais, surtout si c'est de la bonne vieille pénicilline. Fait que quand les gens, tu entends des Amir-Kadir ou d'autres qui disent qu'il faudrait qu'on contrôle. Et puis, Amir-Kadir, je trouvais ça drôle parce que quand il était à QS, il essayait de dire on essaie de contrôler les dépenses du régime d'assurance médicaments parce que ça explose les coûts. Puis moi, je suis là. Effectivement, ça explose, mais ça, c'est parce que la demande augmente. C'est pas quelque chose de problématique dans ce cas-ci. Puis non seulement ça, mais si la demande augmente. Puis ça, en fait, il y a un bon exemple pour ça. Dans les années 40-50 au Québec, l'assurance maladie explosait en termes de demande. Donc, les primes que tu devais payer étaient incroyables. Mais c'est parce que les Québécois vivaient tellement plus longtemps que ça valait la peine d'acheter de l'assurance maladie pour travailler plus longtemps et d'acheter des polices d'assurance vie qui couvraient moins. Parce qu'avant, quand tu es à faible revenu et avec une espérance de vie limitée, l'assurance vie vaut beaucoup. Tu sais, si tu vas mourir avant la chance d'avoir une retraite ou d'arriver que tu vas consommer des soins importants, bien, lequel des deux est le plus pertinent? L'assurance vie. Mais si ton espérance vie augmente puis que tu as un flot de revenus parce que tu peux travailler plus longtemps, bien, le relatif change puis tu te mets à acheter de l'assurance maladie. Qu'est-ce que tu voyais au Québec? C'est la même logique maintenant avec l'assurance médicaments. C'était que tu étais en train d'acheter un produit supérieur puis tu dépensais moins sur l'autre produit. Bien, ce qu'on fait maintenant au Québec, c'est que si tu t'en venais à essayer de faire ce que les autres défendent en nationalisant toute fin pratique la distribution des médicaments au Québec, c'est ça qu'ils proposaient, là, toute fin pratique, TQS. C'est une super bonne idée. Ce que tu allais faire, c'était que tu allais effectivement contrôler les dépenses de ce programme-là, mais tu allais causer les dépenses d'hospitalisation d'exploser parce que tu n'aurais plus accès aux nouveaux médicaments novateurs qui réduisent les dépenses en hospitalisation. Je vais te donner un exemple de comment ça aurait été une catastrophe. Dans le monde de la pharmacie, ils vaccinent depuis 1 an pour l'influenza. Oublie la COVID. Là. Pour l'influenza, ça fait depuis 1 an que les pharmaciennes et les pharmaciens ont le droit de vacciner. Seule affaire, c'est que si tu vas chercher ton assurance privée pour ton vaccin, c'est un vaccin qui est différent que celui qu'il y a via le public.
Normalement, là, par exemple, tu vas chez Pharmaprix, Jean Coutu, peu importe, ils vont s'approvisionner à même la chaîne de distribution habituelle pour le vaccin de l'assurance privée. Par contre, le vaccin de l'assurance publique, qui est gratuit, où est-ce que tu dois répondre à certains critères, lui, tu dois t'approvisionner avec le gouvernement. Écoute, c'était un aria, mon gars. Tu sais, je veux dire, si elle manquait de vaccins pour le privé, c'était facile. Elle passait sa commande. Le lendemain, il était dans la commande, puis il était rentré dans la pharmacie. Mais si le gouvernement, il fallait 3-4 semaines d'avance, t'envoies le nombre de doses que tu allais avoir besoin, sans trop savoir les rendez-vous que tu allais prendre, puis tout ça. Les délais de livraison étaient incertains. Tu ne savais pas exactement quelle journée que tu allais recevoir. Donc, c'est le fun pour prendre des rendez-vous. Puis, c'est dans une fenêtre très, très, très restreinte de temps. Fait que tu ne pouvais pas les commander un mois d'avance pour les stocker puis faire tes affaires. Fait que, tu sais, pour une pharmacienne ou un pharmacien, c'était l'asile à gérer avec le gouvernement. Puis le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement établit des règles pour que le vaccin soit gratuit pour l'influenza. Historiquement, c'est le gouvernement qui donnait ces vaccins-là. Fait que, ça a été vendu comme étant, les pharmaciens maintenant allaient le faire en supplément du système de santé qu'ils faisaient déjà, principalement dans la CLSC, par exemple. Bien, les gens qui prenaient un rendez-vous au CLSC pour leur vaccin influenza, comme à chaque année, se faisaient dire « allez à votre pharmacie » pour prendre leur tâche et puis dire « on ship ça finalement dans le privé ». Fait que là, ils se sont ramassés avec quand même une bonne efficacité. Puis ça à faire, c'est que les gens que ça faisait 7-8 ans qu'ils se faisaient vacciner au CLSC se faisaient jamais poser les questions pour savoir s'ils se qualifiaient au vaccin gratuit. Puis là, dans les pharmacies, ils se les faisaient poser parce que les pharmaciens, s'ils ne remplissaient pas les questionnaires comme il faut, ils pouvaient avoir une amende pour avoir vacciné gratuitement quelqu'un qui n'aurait pas dû. Mais les gens, ils pétaient des coches. Ils disaient, voyons, pourquoi vous me refusez mon vaccin gratuit? Ça fait 7 ans que je l'ai au CLSC et il n'y a jamais eu de problème. Oui, mais au CLSC, il fallait qu'ils vous posent le questionnaire. Oui, mais ils ne me le posaient jamais. J'allais là, j'étais piqué puis je sortais. Fait que, tu vois vraiment la culture publique-privée comment elle est extrêmement différente, autant dans la chaîne d'approvisionnement que même dans la réglementation qui vient avec tout ça. Oui, c'est pour ça que tu dis ça, puis tu sais quoi que ça me fait penser? C'est comment est-ce qu'il y a des programmes sociaux qui seraient bien mieux si on arrêtait d'essayer d'avoir des conditions. Parce que, je veux dire, je suis quand même un libertarien, mais je ne suis pas un libertarien hyper dogmatique. Je suis pas. Puis non seulement ça, mais je ne suis pas contre un certain État-providence. J'ai un De peu toute de façon, sympathie. c'était Vincent, on peut se le dire, c'est un peu une caricature là, de quand les gens disent ah ouais, toi t'es libertarien, tu voudrais que ce soit l'anarchie partout, qu'il n'y a rien. Trouvez-moi-en un libertarien qui pense vraiment de même, là, un vrai là, qui a produit des livres. Premièrement, il y a Pierre Lemieux avec l'anarcho-capitalisme, mais même là, les anarcho-capitalistes en économie, parce que j'ai quand même une sympathie avec ça, c'est que leur point, c'est pas tant qu'il n'y a pas d'État, c'est que les gens sont capables de fonctionner beaucoup mieux. L'État n'est pas autant nécessaire qu'on croit. Exactement. Oui, c'est ça, mais la maxime de base, c'est elle. C'est pas que normativement, là, on dit, donc on va faire, je vais briser une règle là, que j'ai comme économiste, c'est qu'on dit qu'on devrait assurer normativement un certain standard à tout le monde. Right? Il n'y a aucune raison positive de dire ça, mais il y a des raisons normatives. Puis je pense que common sense, la plupart des gens seraient plus ou moins d'accord avec ça, même des libertariens assez importants. Bon, là, la question, c'est est-ce que ça devrait être de la charité privée ou de la charité publique? Je pense que la charité privée est beaucoup plus efficace dollar pour dollar que la charité publique. Mais il y a une vertu, pour moi, un État-providence idéal, puis ça revient à ce que Yann disait, c'est au lieu d'avoir des conditions où il faut que tu poses des questionnaires, donne aux gens, tu te dis, OK, voici des besoins de base, voici un montant forfaitaire que tu vas recevoir chaque année. Que ce soit un bon d'éducation, un bon de garde, un health savings account. Puis là, tu as un montant qui va là-dedans, puis tu l'utilises comme tu veux. Right? Tu sais, qu'on dit, voici le strict minimum qu'on estime être le décent nécessaire pour tout le monde de vivre au-dessus de, right? Que tu ne peux pas tomber en bas de ça, sinon ta survie est en jeu ou quelque chose comme ça. Puis là, on te donne ça, le reste, tu t'arranges. Right? Ben, puis c'est tout le monde la même chose. Hein? Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de règles spéciales. Tu peux peut-être créer une exception, par exemple, pour des gens qui ont des problèmes de déficience mentale ou des gens qui sont nés avec des malformations. Donc, si c'est quelqu'un qui est né avec une malformation cardiaque, tu peux faire un ajustement ou quelque chose comme ça. Mais ce genre de politique publique-là ont un grand avantage. De un,
pense pas qu'ils ne vont jamais être capables d'être réalisés parce que ce n'est pas dans l'avantage des politiciens de faire ça, à cause de ce que j'avais de dire. Ce genre de règles-là, respecte les gens énormément. Tu ne fais pas de hiérarchie entre les êtres humains. Tous les êtres humains sont égaux, ce qui est assez incroyable comme statement. 2, tu fais en sorte qu'il n'y a aucune manière que tu peux essayer de privilégier quelqu'un politiquement. Parce que si tu décides de dire, je vais essayer d'aider ce groupe-là, des règles comme ça qui disent, tu vas donner le même montant à tout le monde. Si tu donnes genre une aide sociale, tu la donnes à tout le monde également. Genre un revenu minimum garanti. L'État ne peut plus essayer de donner des bénéfices à un groupe politiquement important en taxant un groupe moins politiquement important qui va moins résister. Tu es comme obligé d'avoir une sorte de règle qui contraint l'État. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun politicien qui veut offrir ce genre de politique publique-là. Pourquoi? Parce que ça leur enlèverait la chose qui leur permet de se faire élire. C'est pour ça que quand les libertariens, je me souviens avec d'autres libertariens qui disent ça, t'es pas pour un État-providence. Comme économiste, je peux voir comment ça serait vraiment une règle qui serait incroyable. Le problème, c'est que comme économiste, je vois aussi que c'est une règle qui ne serait pas stable parce que toutes les incitations sont là pour la violer, l'abandonner, créer des exceptions jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Puis ça revient à ce que je dis tout le temps, c'est qu'on va toujours vivre dans un monde d'imparfaits. C'est quoi le moins imparfait? C'est quoi les changements à la marge? Puis ce qui compte au final le plus, c'est les règles du jeu que tu établis sur les politiciens pour qu'au moins l'environnement dans lequel on évolue ait une certaine prévisibilité. Regarde juste comment que. Tu te rappelles-tu de la taxe santé de Raymond Bachand? Au début, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça avait été sorti. Là, il était dans la marde, puis il savait qu'il ne pouvait pas dire juste augmenter les impôts. C'était-tu un ticket modérateur, ça? C'est ça le but que ça non, pas tout. Je ne me rappelle plus exactement. Non, c'était une taxe régressive, carrément, parce que, crise de 2008, gouvernement. Je me souviens du nom, là, mais je me souviens zéro des détails. Exact. Non, c'est ça. Crise en 2008, le gouvernement dans le trouble financier. Il y avait de la pression sur la dette à l'époque. C'est vraiment pas la crise 2021. Donc, avant de se faire décoter ou des choses comme ça, on se dit qu'il faut augmenter les revenus de l'État. Puis là, il y a une couple d'économistes allumés probablement au ministère du Revenu puis qui comprennent un peu le principe de la courbe de Laffer. Ils se disaient ça va être tough d'augmenter l'impôt des riches pour y arriver. Fait qu'ils ont passé carrément une taxe santé. De mémoire, 400$ par personne, mais universelle. Une vraie taxe régressive, là, c'est 400 tout le monde. C'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Pas en fonction du revenu. Là. Non, je sais, mais j'ai ça. Disons qu'elle n'est pas progressive. Elle n'est pas progressive. OK. Mais ça a été la base. Ça a été fait vite. Fait qu'évidemment, tout le monde avait cette taxe-là, ce qui a fait que le gouvernement a été capable de ramasser beaucoup d'argent vite. Régler son problème à court terme, tout ça. Là, après ça, rentrent en jeu les enjeux politiques. Ouais, mais là, c'est régressif comme taxe, blablabla. Puis là, Québec solidaire. Fait que là, ils ont été modifiés, cette taxe-là. Je vais de mémoire, là, ça se peut que les chiffres ne soient pas tout à fait exacts, je m'en excuse si c'est le cas. Fait que là, évidemment, il y a une partie de la population qui a fini par être exemptée de la taxe. Puis il y a une partie de la population qui a fini pour se ramasser avec un montant de 1 000 ou 2 000 $ de taxes. Qui étaient les plus riches, tout ça, jusqu'à ce qu'éventuellement, elle finisse par tomber complètement parce que c'était plus tenable. Là. Je veux dire, ça augmentait tellement l'imposition des plus riches qu'ils étaient déjà étouffés. Probablement qu'au ministère des Finances, se sont dit, écoute, c'est assez, il faut arrêter dans ces classes de revenus-là. On se tire dans le pied. Mais le politique est venu faire son œuvre. Ça avait pris quelques mois, quelques années pour que cette taxe-là, qui était régressive, devienne progressive, puis que finalement, elle n'accomplisse plus son but, qui était de ramasser de l'argent. Fait qu'ils ont fini par s'en débarrasser parce qu'elle n'était pas efficace. Tu sais, ça me rappelle l'histoire, parce que je ne sais pas qui il serait, là, mais qu'est-ce qui a tué Margaret Thatcher politiquement en Angleterre? Il y avait 2 débats. Il y avait sa position qui était, selon moi, la bonne, contre l'Union européenne et contre une union monétaire. Thatcher, là-dessus, elle avait 100% raison, mais elle avait aussi défendu quelque chose qui est complètement oublié, qui était le poll tax. Puis l'idée de Thatcher, c'était que tout le monde devait payer le même montant forfaitaire, donc c'est-à-dire le même, indépendamment du revenu. Puis ça l'avait tué politiquement, parce que tout le monde, même à l'intérieur du Parti conservateur, trouvait que c'était inégal, puis c'était pas pour le revenu, le poll tax, c'était pour
le Community Housing Charge, c'est-à-dire que tu as un système de gouvernement locaux en Angleterre qui s'occupe de certains types de services, puis ce qu'elle voulait, c'était que pour ces services-là, tout le monde paye le même montant. Mais la justification qui était donnée, puis j'ai jamais su qu'est-ce que j'en pensais. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même un principe intéressant là-dedans qui n'est pas débile, parce qu'il y a une question d'incitation, mais je ne pense pas que c'est assez fort pour que ça compte, puis que ça peut probablement avoir l'effet contraire. La justification que Thatcher donnait, c'était que si tout le monde paye quelque chose également, tu as comme un ownership dans la démocratie de la nation. Puis ça revenait un peu à l'idée, là c'est discrédité maintenant, mais quand on disait qu'il fallait qu'il y ait des qualifications de propriété pour voter. L'idée derrière ça, c'était que il faut que tu aies un alignement entre le bien-être de la collectivité et ton intérêt pour pas que tu triches la collectivité. Bon, c'est sûr que tu peux aussi avoir l'avantage d'arranger les règles selon ton avantage à toi puis que ça nuit à d'autres personnes dans la collectivité. Mais le principe en soi de dire que tu devrais faire en sorte que tous les citoyens aient des incitations qui sont alignées avec les autres citoyens, ben, c'est pas inintéressant comme concept. Le problème, c'est que c'est le moyen. La taxe santé, quand tu m'en parles, ça fait penser à la poll tax, puis la même logique que on va essayer de faire en sorte que tout le monde ait un stake in the nation, que tu aies une part dans le fonctionnement de la nation, pour que tu sois intéressé à participer. Non, je pense que tout ça, empiriquement, ça compte pour zéro. La plupart des gens sont... Tu pourrais payer les gens 1 000 $ pour s'informer avant l'élection, puis ils ne le feraient pas. Pour vrai, là, non, mais c'est parce que c'est tellement coûteux de considérer des informations complexes comme ça qu'il y a une raison pour laquelle, quand on vote jamais sur des sujets très compliqués. On vote sur 1 ou 2 sujets qui prédominent une élection. Puis c'est pas l'éventail des positions possibles sur ces sujets-là. De toute façon, c'est une position caricaturale. Puis non seulement ça, mais le nombre de gens qui votent sur des perspectives erronées. Peut-être tu demandes aux gens, est-ce que le libre-échange, c'est bon ou mauvais? La plupart des gens vont penser que c'est mauvais. Tu vas voir les experts, ils vont dire que c'est bon. Tu demandes aux gens, est-ce que les OGM créent le cancer? Là, beaucoup de gens vont penser que c'est oui. Tu vas demander aux généticiens, ils vont dire non, il n'y a aucun lien significatif entre les OGM. Tu vas voir les gens sur, disons, je ne sais pas, j'essaie de penser à des sujets, mais le nombre de sujets entre lesquels les faits et les croyances, il y a des divorces, c'est incroyable. Mais même, Vincent, même au niveau... t'attendre. C'est pour ça que... Même au niveau des partis, Vincent, je veux dire, les gens, ils ont raison de ne pas s'intéresser à ça. Tu regardes, moi, j'avais fait le test ce matin par curiosité personnelle de lire le programme d'un parti comme Québec solidaire. Même eux autres, ils publicisent même pas ce qu'il y a dans le programme. Donc, je veux dire... Non, en effet, ils vont choisir 1 ou 2 affaires à parler. Ben, tu lis le programme, puis dans le programme, il y a toutes sortes de patentes, de phrases alambiquées sur on va dépasser le capitalisme, puis tatata. Puis finalement, aux élections, c'est des pancartes avec marqué des dents pour tout le monde. Fait que, je veux dire, au bout du compte, ça te donne quoi de lire le crise de programme? Bon, il y a 2 choses. 1, les programmes, je ne pense pas que c'est écrit pour les électeurs, c'est écrit pour les militants, pour que tu les actives à participer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça revient, ce qu'on dit, c'est pourquoi, je dis tout le temps qu'il faut réduire l'univers du politique à la plus petite sphère possible, parce que la meilleure chose qui aligne l'intérêt de l'individu avec celui d'une collectivité, c'est les collectivités auxquelles tu participes comme membre. Donc, dans quelle société civile tu fais partie, dans quelle sphère de la vie communautaire tu participes, la vie entrepreneuriale. Puis ça, c'est la gouvernance qui est la plus effective parce que c'est celle qu'on a choisie individuellement, qu'on a ajustée selon nos marges, celle qui est cohérente avec les actions qu'on fait. C'est pour ça que des trucs comme la poll tax en Angleterre. Je vais te donner un exemple de ce que tu viens de dire, Vincent. Le PCQ, le parti Éric Duhem, ils m'écrivent en fin de semaine pour me dire qu'ils veulent faire un genre de lac à l'épaule, puis toutes des têtes pensantes qui pourraient aider. Puis j'ai reçu l'invitation, j'étais là, bon, OK, 24 heures de temps de ma journée, il faudrait que je réserve pour ça. Probablement avec des gens intéressants, mais mon niveau d'intérêt, là, il montait pas. J'ai plus ça en dedans de moi, le militantisme politique, ça me tente plus. Par contre, quand Éric me demande veux-tu faire partie du comité économique avec Jonathan Hamel, avec Germain Belzile, avec 2-3 autres bonnes têtes?
Ben oui, ça m'intéresse parce que le happening d'être avec ces gars-là puis de jaser d'économie pendant 2 heures, ça m'intéresse pour vrai, tu sais. Puis pour Eric, ça me tente de le faire, mais pour le reste, pour le parti, pour tout ça, mais c'est tu vois, juste un intérêt. Pas le temps, ce faut que que tu tu viens de écoutes faire, Rap Down. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que... C'est pas le parti que tu veux, c'est les amis avec qui tu serais. Exactement. Puis ça la te petite montre... communauté que j'ai créée avec ces gens-là qui est plus intéressante que le reste. Oui, ben c'est là que ça te montre que, pour moi, là, c'est pour ça que quand... Il n'y a aucune clip de 30 secondes à la radio qui pourrait passer ça, là, mais l'idée, c'est que pour moi, quand la société gère, comme on admet qu'il n'y aura jamais d'utopie puis qu'il y a juste des imparfaits, mais lequel a le moins d'imparfaits? Ceux dans lesquels les gens ont une capacité d'interagir, de solutionner, d'avoir des solutions qui sont hétérogènes, d'avoir des solutions pour chacun des petits groupes différents ou des groupes selon lesquels les gens choisissent de participer. Mais tu sais, tu peux avoir une personne qui est dans multiples groupes en maintenant, puis en fait, il y a la seule femme qui a gagné, non, excuse-moi, jusqu'en 2019, la seule femme qui avait gagné le prix Nobel en économie, Eleanor Ostrom, elle appelle ça la gouvernance polycentrique. L'idée que toutes nos petites vies communautaires qu'on a, que ce soit toi, ton club de baseball, moi, avec, pas Moisson Montréal, avec le Chaînon, avec l'Opéra, ou avec peu importe les groupes dans lesquels... Oui, j'ai l'air d'un esti d'élitiste, encore une fois, mais l'idée, c'est que tous les petits groupes... Mais c'est pas une insulte pour toi. Fait que... Non, pour moi, c'est pas une insulte. Mais je veux juste souligner mon élitisme. Les groupes dans lesquels tu participes, tous ces petits groupes-là se juxtaposent l'un sur l'autre et te produisent une forme de gouvernance globale. Donc, l'idée, c'est que dans multiples centres de gouvernance, polycentriques, multiples centres, ben, tu te gouvernes via ces mécanismes-là. Et leur grande vertu, c'est que parce qu'ils sont volontaires, parce qu'ils ont besoin d'un membership et que le membership peut fluctuer, tu as une boucle de rétroaction dans laquelle la nouvelle information peut être incorporée et tu as quand même une gouvernance, des biens publics peuvent être produits, de la solidarité, de l'aide, de la charité. C'est pour ça que je dis tout le temps, dollar pour dollar, l'État est capable de collecter beaucoup plus de dollars parce qu'il y a l'avantage de la coercition. Mais dollar pour dollar, la charité privée est nettement plus efficace parce qu'elle est capable d'avoir ces boucles de rétroaction-là, ces ajustements qui sont selon des contextes, des collectivités, des endroits différents, des communautés différentes que tu essaies d'aider, des clientèles différentes que tu essaies de cibler. C'est ça la grande vertu de la gouvernance polycentrique, c'est que tu enlèves à l'État le plus possible l'espace que d'autres sphères pourraient s'occuper plus efficacement dollar pour dollar ou unité de temps pour unité de temps relativement. Puis là, tu essaies de limiter l'État le plus possible à OK, on n'est pas sûr si c'est exactement cette petite sphère-là que l'État devrait s'occuper. Peut-être c'est un petit peu plus gros, peut-être c'est un petit peu plus petit, on ne le sait pas, mais on est pas mal sûr que toutes les choses qui sont plus éloignées, là, tu devrais laisser ça à la collectivité, aux gens qui gèrent, aux mécanismes de confiance interpersonnelle. Puis ça, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus riche en termes de profondeur. Ben ouais. Je vais te donner un exemple. Si tu dis à l'État, occupez-vous des personnes handicapées, ben ça va être, ils vont avoir certaines petites activités de temps en temps, entre 9 et 5, puis c'est tout. Là. Je veux dire, ça va être boboche un peu. Mais quand il y a de la charité privée qui se fait, tu peux faire de quoi de vraiment cool. Dimanche passé, on jouait au baseball à Sainte-Marie, puis juste avant, ben Tiggy, qui est le gars qui nous a suivis pendant longtemps, tout le monde à Lévis le connaît. Il me texte, il dit Hey, je peux-tu y aller à soir? Je dis Ouais, c'est correct. Moi, je suis parti de ma maison, je suis allé mettre mon auto dans son stationnement, j'ai pris son auto, je l'ai embarqué. Il est venu passer à veiller au terrain de baseball. Là, on est dimanche soir. À 11h30, je l'ai ramené chez eux, puis la chaise roulante, elle faisait ça. on y avait donné une coupe de bière. Tu sais. Fait qu'il a passé une Christie de belle soirée, mais je veux dire, il n'y a aucune chance qu'un fonctionnaire lui fasse passer cette soirée-là. Là, tu sais. Mais des gars de baseball qui ont vu ce gars-là sur les terrains de balle depuis 15-20 ans, qui vient les encourager tout le temps, ben on est capable de faire ça. Tu sais. C'est la différence entre la charité privée et la charité publique. Elle est souvent là. Tu sais. Tu peux adapter, tu peux faire de quoi de vraiment cool, tu peux faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Tu sais, je veux dire, ça nous a coûté 3,50$ de bière. Là. Oui, mais puis j'ajouterais un petit truc sur la charité privée, puis ça, c'est vraiment normatif ce que je vais dire, puis c'est un jugement de valeur. Fait que les gens peuvent mettre un gros grain de sel sur ce que je vais dire, mais une des belles vertus de la charité privée, c'est que chez les Juifs, il y a le livre de Maimonides a une
hiérarchie des formes de charité. Et que la plus belle forme de charité, c'est celle où le donateur ne veut pas être identifié et le récipient, lui non plus, n'est pas identifié. Comme ça, tu préserves la dignité du récipiendaire parce que tu ne peux pas avoir le donateur qui va le voir et qui dit « tu me dois ». Right? Je t'ai rendu le service de t'aider, tu me dois maintenant quelque chose. Et de même sorte que le récipiendaire peut dire « j'ai encore besoin de toi ». Tu préserves via cette forme d'anonymat. Puis les deux ont choisi, un a choisi de l'accepter parce qu'il y a aussi l'élément de volontaire dedans, a choisi de l'accepter et a choisi de donner. Ça, c'est la forme de charité la plus noble selon le livre de Maimonides. Mais la forme de charité la plus atroce, c'est celle où la personne qui reçoit l'a reçu sans avoir à aller le chercher. Donc, elle n'a pas eu à le demander, elle l'a reçu comme ça. Et la personne qui a donné n'a pas donné avec volition, il a donné avec coercition. Ça, c'est la plus atroce, mais aussi que les deux savent l'un et l'autre, peuvent s'identifier l'un et l'autre. C'est la forme la plus basse de charité. L'État fait cette forme la plus basse de charité. Et j'ai toujours eu un problème avec ça moralement, largement parce que j'ai grandi proche de la communauté juive, puis ça m'a vraiment affecté cette règle-là parce qu'il y avait vraiment l'idée de dignité de la personne pauvre dans cette histoire-là, dans cette hiérarchie, que tu dois respect aux gens. Tu ne peux pas leur dire comment vivre leur vie. Tu ne peux pas leur dire comment. C'est-à-dire que si tu donnais de l'aide à une personne, puis tu disais, maintenant que je t'ai aidé, tu dois vivre selon mes édits à moi. Mais là, je veux dire, c'est insultant. Là. C'est insultant pour la personne qui reçoit. Puis si, dans un contexte, ça, il y a aussi un aspect qui est difficile avec le choix, c'est que des fois, on veut que les choix soient des vrais choix, pas des choix de Hobson, parce que tu te dis, c'est soit tu choisis, soit tu meurs. Mais là, c'est pas vraiment un choix. Oui, c'est un choix, mais c'est pas vraiment un choix. Tu as le choix, mais si tu choisis pas ce qu'on veut, tu peux plus sortir de chez vous. Je vais te donner de l'argent pour t'aider à survivre, mais en même temps, après ça, il faut que tu fasses X ou Y pour moi. C'est plus vraiment de la charité. Donc, l'idée ici, tu peux te dire que tu donnes, par exemple, via l'intermédiaire. Tu dis, je veux uniquement que ça aille à aider les gens qui ont des problèmes de malnutrition. Ça, c'est une condition acceptable. C'est-à-dire, c'est la condition d'admissibilité, mais ce n'est pas une condition de quid pro quo. C'est vraiment bien codifié, cette idée-là. Tu n'as pas un quid pro quo que tu dois entre les deux personnes. Ça, là, cette idée-là de la forme la plus noble de charité, c'est justement parce que tu préserves la dignité de toutes les parties impliquées. Et implicitement, ce qui vient avec, c'est que les deux personnes, selon le livre de Maimonides, c'est parce que les deux sont égaux devant Dieu, mais étant pas très religieux moi-même, je n'ai pas besoin que ce soit devant Dieu, mais c'est que les deux sont égaux indépendamment devant qui. Les deux, le riche et le pauvre, le démuni et l'aisé, le bien nanti et le nécessiteux, se retrouvent sur un pied d'égalité morale. Ça, c'est d'une beauté exemplaire. Ça, c'est vraiment vivre selon le principe égalitaire. Et il y a peu de gens de gauche qui reconnaissent cette idée-là, que si tu dois aider, tu devrais aider sans condition. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. C'est pas surprenant de voir que la Bible mêlait un peu à ça, parce que la Bible, là, on va se le dire, là, c'est une bonne histoire simpliste pour raconter un ensemble de vertus. Là. Peu importe, là. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est une façon de raconter à des enfants des principes qu'on voudrait appliquer. Mais je veux dire, ce que tu viens de dire, là, c'est que le principe est beau en soi que pour le principe. Tu raboutes le bout devant Dieu ou pas avec. Ça n'a juste pas important. C'est pas important. Toi, tu n'avais peut-être pas besoin de te faire raconter l'histoire de Dieu pour comprendre que ces principes-là sont nobles. Tu sais. Non, tu n'as pas besoin que Dieu existe pour savoir que... Mais pour plusieurs personnes... Tu n'as pas besoin que Dieu existe pour savoir que mentir, en général, c'est pas super, que voler, c'est pas super. Où est-ce que je m'en vais? C'est que l'avantage de la religion, par contre, c'est que ça l'a rendu accessible, sans trop réfléchir à beaucoup de gens, l'application de ces principes-là. Bon, deux choses. Premièrement, sur la question des... Moi, tu vas voir là que je suis vraiment un économiste. Pour moi, les livres religieux,
c'est uniquement des règles que les gens se sont données. Ce Oui. qui est intéressant, par contre, c'est que c'est juste une codification de règles qui existaient. Mais quand tu regardes ce qui est intéressant, au même titre que les fables et légendes, si tu regardes, il y a une codification des fables et légendes, et peu importe les fables et légendes que tu rencontres à travers l'histoire, de Beowulf jusqu'à la légende du roi Arthur, ils ont tous le même arc de développement. Ils ont tous la même structure. Il y a un historien de Princeton qui avait fait ça. En fait, il y a un super documentaire qu'ils ont fait sur lui puis ses travaux en ligne sur Netflix. Là, vous pouvez trouver, je vais trouver le nom puis je vais le donner à Frank. Là. Mais ils ont toute la même structure, ils ont toute la même structure narrative de l'histoire et chacune vient à une conclusion morale d'un bon et mauvais comportement. Mais si tout le monde croit le mythe étant une croyance partagée par tous, bien, ça devient une règle qui s'auto-respecte, qui s'auto-enforce, que tu n'as pas besoin de dépenser des ressources. Le fait que tu trouves ça de manière universelle dans toutes les sociétés, donc que c'est partagé par tous, puis que même des histoires qui sont dans des livres religieux ont des similarités entre elles assez impressionnantes, ça te montre que... Mahomet et Jésus ne se sont pas parlé, là. Ben, c'est pas mal sûr que oui. En fait, non, ça, tu peux pas dire ça parce que Mohamed a lu de Jésus. Non, je sais. Il y avait une tradition. Mais c'est clair que les similarités entre les taoïstes et les chrétiens ou les similarités entre les manichéens et la chrétienté, ça va même plus loin que ça, Vincent. Quand tu regardes des textes de philosophie grecque, comme par exemple ce que Platon écrivait, le personnage de Socrate était à peu près en tout point similaire à celui du Christ. C'est un homme qui est plein de bonté, plein de vertu, qui fait juste discuter avec les autres pour essayer de les faire évoluer. Et comme par hasard, il meurt de manière injuste en étant accusé à tort de quelque chose. Exactement le même. Pensé à ça, mais oui, c'est la même chose. Mais dans ça vient à l'idée. C'est pour ça que quand les gens me demandent si je suis athée, je dis oui, je ne crois pas en l'existence d'un Dieu, mais je ne suis pas anti-religion. Parce que, encore une fois, ça revient à comment les gens se gouvernent. Les gens cherchent des multiples manières de se gouverner. Puis que ce qui est important pour une société qui est équitable, qui a une certaine justice à l'intérieur, c'est que tous ces différents centres de gouvernance se contiennent l'un l'autre aussi. Parce que si, mettons, tu peux changer d'église, mettons que tu es dans une église qui est violente ou qui te violente toi, mais que tu n'as pas d'option pour quitter, bien, dans ce cas-là, tu as donné à cette organisation-là un pouvoir sur ton existence, une théocratie à toute fin pratique. Mais si tu es libre de quitter, comme c'est le cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les gens ne savent pas ça, mais en moyenne, les gens changent une fois de religion dans leur vie aux États-Unis. Tous les gens, 100% des gens? En moyenne. Il y en a qui changent 4 fois, il y en a qui ne changent pas. Oui. Mais tu sais, juste le terme, pensez, born again Christian. Ceux qui sont nés, par exemple, méthodistes, mais qui deviennent des anabaptistes ou qui deviennent des gens qui sont nés unitariens, donc ou Church of England, donc des anglicans, qui deviennent des baptistes du Sud ou qui se convertissent. En fait, ce qui est vraiment intéressant aux États-Unis, c'est le nombre de protestants qui se convertissent au catholicisme. Alors que les États-Unis, c'est la longue histoire, c'est les anti-papistes. On ne veut pas des papistes, haïs les catholiques chez nous. C'est vraiment impressionnant. Mais ça, c'est parce qu'aux États-Unis, les gens voient la collectivité dans laquelle tu es membre, pas juste comme la consommation d'un bien spirituel, mais aussi la consommation et la participation à la production d'un bien communautaire. Les gens déménagent beaucoup à la base. Je veux dire, si tu changes de communauté, OK, tu étais d'une place bien anglicane, par exemple, tu t'en vas d'une place que c'est plus protestant, ben tu sais, l'intérêt est quand même là de devenir protestant. Là. Tu veux rentrer dans le groupe, veux pas. Là. Fait que c'est sûr que ça doit convaincre plusieurs personnes, veux pas. Ouais, le seul groupe qui ne fait pas beaucoup de conversion, par exemple, aux États-Unis, c'est les Juifs. Okay. C'est le seul groupe. C'est normal. Là, ben, effectivement, mais tu les enlèves eux autres, puis le 1 que je te mentionne, là, il monte un petit peu plus. Là, la moyenne grimpe beaucoup, surtout dans certains États. Puis, tu sais, les États-Unis ont plusieurs périodes de renaissance religieuse, mais ça revient à l'idée que c'est parce que les gens cherchent la gouvernance peuvent la trouver dans des sphères autres que la politique. Et la vie communautaire en religieuse, peut produire ça. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'aimer les cultes, les croyances, mais
étant donné qu'on vit dans un monde imparfait, la seule chose qui devrait nous intéresser relativement à la religion, c'est est-ce que les gens ont la liberté de quitter une secte? Est-ce qu'ils sont violentés? Est-ce qu'ils sont abusés, par exemple? Est-ce que tu kidnappes quelqu'un pour le faire joindre un culte? Ou est-ce que tu donnes un monopole à une église? Donc, tu lui donnes la sanction de l'État, la protection de l'État. C'est la seule chose qui devrait nous intéresser. Autre que ça, ce que tu es en train de faire, c'est que tu permets aux gens de produire une multiplicité de biens, et donc des biens spirituels, communautaires, religieux. Donc là, tu parles des gens qui sont d'un groupe X, d'un groupe Y, qui s'associent selon la religion, d'autres qui s'associent selon le statut professionnel, d'autres qui s'associent selon les préférences communautaires. Donc, on veut aider, par exemple, les gens qui sont mal nourris ou qu'on essaie de faire de la charité pour les enfants en détresse ou les communautés d'aide aux parents qui ont des enfants avec des problèmes de déficience mentale. Là, tu t'as fait des affiliations selon les différentes préférences et priorités normatives que les gens ont, sans faire une forme de gouvernance centrale imposée aux individus. Mais de toute façon, même si je veux dire, même si tu juges de manière négative ou quoi que ce soit les grosses religions organisées, ça reste que tu regardes une place comme le Québec, même si malgré tout ce qu'il y a eu comme effort, entre guillemets, puis ça vient aussi en partie de la communauté elle-même, là, mais du catholicisme pour le décrédibiliser, tout ça, avec tout ce qu'on voit un peu partout, puis les curés pédophiles, puis les écoles, puis les pensionnats, puis les machins, ben malgré tout ça, même si les gens vont moins à l'église, puis ils sont, entre guillemets, moins religieux, ben ça reste que si tu vas dans une librairie, les gens vont te le dire. Ce qu'on vend le plus, c'est des trucs de croissance personnelle, puis de pensée positive, puis de trucs New Age. Puis si tu veux avoir du succès en ouvrant une petite librairie, tu as juste à vendre des patentes là, avec de l'encens, puis tous ces trucs-là attirent les gens. Et puis au-delà de la quête spirituelle puis du besoin, je parlais de Schopenhauer au début, lui appelait ça le besoin métaphysique des humains. Là. Ben, au-delà de ce besoin-là, les gens aussi ont besoin d'être en groupe, d'appartenir à un groupe. Donc, à un moment donné, ben, tu appartiens à la gang des ketos, tu appartiens à la gang des vegans, tu appartiens à la gang des écolos, tu appartiens, quand tu es dans la musique, tu appartiens au punk, tu appartiens au métalleux, tu appartiens à tout ce que tu veux. Puis ça, c'est des groupes, c'est des besoins d'appartenance qui remplissent, à mon avis, un peu la même fonction sociale qu'avant, j'étais, je ne sais pas, moi, luthérien ou baptiste. Yeah. Donc, mais la vertu de ces groupes-là, c'est qu'ils n'ont pas un monopole. C'est ça, pour moi, en fait, ça revient encore aux États-Unis. Une des raisons, puis là, c'est ça le papier qu'on s'était pitché, une des raisons pour laquelle les États-Unis ont énormément de mobilité sociale, par exemple, c'est que tu as tout, ça, c'est la richesse de la vie communautaire américaine. Tu as plein de mécanismes, parce que les gens pensent qu'il y a deux manières que tu peux avoir de la mobilité sociale. La richesse avec laquelle tu es né ou l'État qui t'en transfère un peu des gens riches vers les Excuse-moi de te couper, mais ça, c'est mais de la tu viens de me faire allumer une cloche. Es-tu en train de dire que le Québec est devenu anti-religieux parce qu'en réalité, on est anti-monopole puis il y avait trop de monopole de la religion catholique? OK, ben là, il y a un papier de Larry Iannacone et Rodney Stark dans le Journal of Scientific Study of Religion, ça s'appelle le Supply Side of Religion. Quelque chose comme ça. Qui était très faible au Québec, on va s'entendre. Non, l'histoire qu'il donnait, c'est qu'il dit généralement, ça vient d'Adam Smith. Hein, c'est pas... Même Adam Smith en parlait, puis en fait, lui et David Hume avaient une chicane pendant longtemps. Ils avaient un désaccord. Les deux n'étaient pas très croyants. Mais David Hume disait, subventionnez l'Église, donnez-lui un monopole, comme ça la croyance va s'effondrer, parce qu'un monopole, c'est mauvais. Adam Smith dit, moi, je veux que les gens ne donnent pas un monopole, parce que la croyance va s'effondrer. Les deux disaient arriver à la même conclusion. Juste qu'il y en a un qui voulait l'effondrement de la croyance, mais l'autre jugeait que ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose, mais que si tu donnais un monopole à l'Église, que tu lui donnais un statut imbriqué dans l'État, donc tu lui permets une protection. Toi, tu avais ça en Angleterre là, au 18e siècle, quand Adam Smith et David Hume écrivent. C'était la période dans laquelle tu ne pouvais pas être un catholique et siéger au Parlement. Oui. Parce que le roi était le chef de l'Église. Exactement. Donc, tu ne pouvais pas être catholique et être dans la fonction publique. Tu n'avais pas de droit de vote, naturellement, si tu étais catholique. Les méchants catholiques, ceux qui écoutent cette 5e colonne qui est le pape. Les méchants catholiques. J'ai toujours trouvé ça drôle. Les gens oublient ça historiquement, mais la pire chose qu'il y avait aux États-Unis dans la hiérarchie des choses atroces, là,
chez les racistes américains, tu avais les Noirs, tu avais les catholiques juste derrière. On oublie dans les années 20, le Ku Klux Klan, les deux choses qu'ils n'aimaient pas, c'était les Noirs et les catholiques qui venaient d'Italie. Et imagine, c'était les deux pires choses. Non, mais imagine, il y en a beaucoup qui étaient les deux en plus. Oui, les deux. Mais c'est ça, c'était encore pire. C'était les deux, c'était bad. Mais tu sais, par exemple, les gens oublient ça, mais le Maine, qui n'est pas un État excessivement redneck quand tu y parles, mais le Maine avait la plus grosse société du Ku Klux Klan dans la renaissance du deuxième clan, celui des années 20, avait le plus grand nombre de membres au Maine de tous les États nord du Mason-Dixon Line. Tu avais 90 000 personnes, je pense, qui étaient membres du clan selon les chiffres. Il y a un livre par, je pense, André Vermette ou François Vermette qui s'appelle Distinct Alien Among Us ou quelque chose comme ça, mais il parle, c'est l'histoire des Canadiens français en Nouvelle-Angleterre et à quel point ils étaient vus comme atroces parce qu'ils étaient catholiques. Puis ils parlaient français, puis ils allaient dans leurs écoles de catholiques. Là. Ils refusaient d'aller à l'école publique de s'assimiler. Fait que, historiquement, les Américains n'aiment pas les catholiques. Ouais. Mais l'inverse est vrai aussi. Là. Tu regardes comment les protestants étaient vus, mettons, en France, puis ils étaient vus. En fait, il y a une théorie du complot selon laquelle la Révolution française, c'est un complot protestant. Un complot de francs-maçons. Oui, c'est ça. Ben oui, francs-maçons protestants. C'est ça, que c'est des méchants. Là. Mais en gros, l'idée qui était là, c'était que tu ne peux pas donner si tu donnes un monopole à l'État, l'État donne un monopole à une religion, cette religion-là va s'effondrer. Parce que les gens ne vont pas croire, ils ne vont pas se reconnaître. Puis c'est pour ça que les États-Unis, malgré le fait que tu as 70 000 dénominations aux États-Unis, je sais que j'exagère le chiffre, bien sûr, mais c'est par hyperbole pour faire mon point, mais qu'au Québec, tu avais juste l'Église catholique pour les catholiques, puis le reste pour les protestants qui se divisaient entre eux. L'Église s'est effondrée ici. Le point que lui faisait, c'est que la seule manière que tu peux maintenir un monopole, puis que les gens vont continuer à aller à l'Église, c'est que si l'Église est un véhicule pour un autre conflit social. Quel était ce conflit social au Québec? Les anglophones. Oh non. Non, les anglophones contre nous, les jeunes francophones, la survivance des Français en Amérique du Nord. Mais la minute que les Québécois sont devenus plus riches, que l'écart économique entre eux et les anglophones se sont refermés, la nécessité de l'Église comme véhicule organisationnel de ce conflit social-là, on l'a flushé. C'est pour ça que très rapidement, dès qu'on a utilisé d'autres véhicules qu'on a substitués à l'Église, que la compétition à l'Église se faisait sur d'autres marges que la croyance, on a arrêté d'aller à l'Église. C'est pour ça. Puis là, leur point, c'est ça qu'ils expliquent dans l'article, c'est que c'est la raison pour laquelle les Québécois allaient à l'Église dans des proportions assez élevées, mais ce qui n'était pas souligné dans ces affaires-là, puis ça, j'en parlais dans mon livre. Tu regardes les Québécois, effectivement, ils allaient beaucoup à l'Église avant, donc ils disaient, mais les questions étaient arrangées que vous allez régulièrement à l'Église. Mais quand tu regardes des paroisses particulières, puis tu regardes la fréquence à chaque dimanche, donc là, tu vois le niveau de dévotion réel. Parce que si tu dis régulièrement, c'est une question un peu plus symbolique. C'est-à-dire, tu demandes à la personne de faire une évaluation subjective. Mais quand tu regardes leur comportement réel, les Québécois n'étaient pas si religieux que ça, leur niveau de dévotion. À chaque semaine, tu avais à peu près un tiers à 2/5 des Québécois qui n'allaient pas à l'Église, qui décidaient de ne pas y aller dans les années 40-50. Puis ça se compare avec les protestants les plus tépides des États-Unis. C'est en bas des catholiques américains à la même époque. Donc, les Québécois n'étaient pas aussi religieux qu'on croit, mais la religion, l'Église catholique était le véhicule du conflit entre nous, les francophones, et les anglophones. Mais quand ce conflit-là s'est amoindri, d'une part, parce qu'il s'est effectivement amoindri, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas aussi intense. On ne se sent pas aussi vulnérable qu'on l'était dans le passé, mais aussi qu'on a d'autres véhicules qui ont servi à ça, genre l'indépendance. Fait que là, les Américains sont encore religieux aujourd'hui parce qu'il y avait une saine compétition entre les diverses églises et les Québécois ne sont plus religieux parce qu'on a créé un monopole puis on l'a flushé parce qu'on avait un service de merde. C'est bizarre. Que j'ai tout le temps pensé. Non, c'est pas vrai. Mais ce qu'on se fait dire, c'est pas ça, Vincent. Ce qu'on se fait dire, c'est que les Américains, c'est des Christy de redneck retards, sont encore religieux. Nous autres, on est plus brillants. Nous autres, on est vraiment des bons progressistes. Ben, deux choses. Un, le livre à lire, c'est Churching of America par Rodney Stark, qui est vraiment le livre
C'est un sociologue, hein? C'est un sociologue des religions, un excellent sociologue des religions. Un sociologue que tu respectes. Oui, c'est ça, un sociologue des que seuls. je respecte. Mais la raison, c'est parce qu'il écrit avec des économistes. Clairement, il a compris c'est quoi la bonne collaboration. Les bons sociologues collaborent avec des économistes, les bons économistes collaborent avec des sociologues. C'est ça la bonne chose. Puis en fait, un bon économiste n'est pas uniquement un économiste. Il doit traverser plusieurs frontières. Et c'est pour ça que toutes les autres sciences sociales nous appellent des impérialistes, parce qu'on a envahi leur domaine. Puis d'ailleurs, mais c'est vraiment ça, à un moment donné, que j'ai eu comme accusation. À une conférence, j'ai présenté un papier, puis c'est la seule conférence d'histoire que j'ai été. Puis après, maintenant, je vois des conférences sur des sociétés clairement mixtes, mais je n'avais jamais été dans une société exclusivement historique. Right? Fait que, c'est soit je vais dans une société d'économistes ou des sociétés mixtes, mais jamais dans une société exclusivement d'historiens, parce que la réponse que j'ai eue cette fois-là, c'est de l'impérialisme économique. Ça ne veut rien dire. Puis je parlais des salaires. C'est juste ça que j'ai fait. J'avais collecté une série c'est des mantras qu'ils ont appris par cœur, les répétitions. Mais moi, ce que j'avais dit, c'est je vais utiliser les salaires parce qu'à la marge, le salaire va refléter le coût d'opportunité dans ce domaine-là relativement à toutes les autres. Puis si les marchés sont plus ou moins compétitifs, ça va me parler de la productivité marginale en général, pas juste dans ce secteur-là. Parce que les travailleurs vont avoir la chance de se déplacer vers, s'il y a un écart, bien, les travailleurs vont être dans le secteur où la rémunération est la plus élevée. En quittant les autres secteurs, les salaires vont augmenter dans les autres, vont baisser dans ceux-là, vont s'égaliser. Donc, le salaire peut parler de la productivité en général. J'ai dit, ce n'est pas exactement parfait, mais c'est assez pour me donner une idée comparative. Surtout que le but, c'est juste de voir comment ça va évoluer. Je ne m'attends pas à dire que c'est exactement ça, c'est pas parfait. Mais c'est de l'impérialisme économique. Ça ne veut rien dire. Tu as choisi les salaires d'un type de personne. J'ai dit, je t'ai dit l'hypothèse qui est faite, pourquoi ça peut généraliser. Puis le gars, il m'ostinait, là, puis j'étais comme, OK, regarde, laisse faire. C'est pour ça que les économistes, quand je dis un bon économiste, va traverser les frontières. Puis ça devrait marcher aussi dans les autres sciences sociales. D'ailleurs, les seuls que je trouve bons dans les autres sciences sociales, c'est ceux qui font l'effort de dialoguer, qui sont aussi ouverts au dialogue qu'avec moi, parce que moi, je suis en train de faire des travaux en anthropologie. J'ai un article qui est purement un article d'anthropologie qu'on va envoyer à un journal d'anthropologie, justement. Mais c'est parce que je collabore avec des domaines d'anthropologie. Mm-hmm. Il faut que tu traverses certaines lignes. Anyways, le point, c'est que ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la religion, un des points que Stark fait dans le livre, c'est que les sociétés qui ont départi une église organisée très, très forte, puis qu'ils n'ont plus maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de croyance. Le besoin de spiritualité est toujours là. La courbe, tu peux même acheter une courbe de demande de spiritualité, ben elle existe toujours, cette courbe de demande-là. C'est juste qu'elle va être satisfaite de manière très différente. Fait que quand tu regardes, par exemple... Jojo Savard est notre nouveau Dieu. Ben, peut-être que ça. Mais moi, j'allais dire, le Québec est reconnu pour avoir eu les sectes. Quand tu fais l'histoire... Non, mais pense aux sectes qui sont souvent discutées dans les affaires publiques, qui sont données par des exemples, même à l'étranger. L'ordre du Temple solaire, par exemple, qui est un gros. Là. Exactement. L'ordre du Temple solaire, la secte de Moïse, de Roch Moïse Thériault. Faisait du pain bizarre, eux autres. Raël. Il y a Raël. Il y a aussi la fille, Marie-André Leclerc, qui avait embarqué avec le gourou. J'oublie son prénom. Il y a une série Netflix qui a été faite à propos de lui récemment. Sanjay. C'était un Vietnamien d'origine française qui, en toute fin pratique, il parlait à tous les hippies qui allaient en Thaïlande et ils les assassinaient, toute fin pratique. Ils les volaient, mais ils les assassinaient, mais ils leur vendaient à toute fin pratique une sorte de communauté de valeurs, mais ils s'en servaient pour toute fin pratique les violenter. On ne va pas se mentir. Mais puis lui, en fait, il a été arrêté à plusieurs reprises, puis elle a été expulsée de la Thaïlande à cause de ça. Mais tu as énormément, ça, les gens ne veulent pas en parler, mais c'est pour ça qu'à l'école secondaire, vous avez toutes eu des formations sur les sectes au Québec. Parce que le Québec avait effectivement une grosse proportion de sectes qui se développaient, justement parce qu'il y avait encore des gens qui avaient besoin d'un véhicule spirituel qui émergeait. C'est juste que là, tu as détruit tout l'héritage, parce que c'est pas facile de créer une firme. Puis tu as les témoins de Jéhovah qui sont très présents, relativement soft, mais très présents. Pratiquement tout le monde en a un quelque part dans sa famille. Là. C'est ça. Tu as les bérets blancs aussi, qui sont des gens spéciaux.
Mais tu ajoutes toutes ces choses-là, tu as une histoire assez étrange de substituer à la religion. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, je suis athée, dans le sens où je ne suis pas religieux, mais je ne suis pas anti-religieux. Mais tu te montres ça, c'est que Ben, écoute, la nature, on prendrait ton mode de vie. De groupe collectif. Exact. On prendrait ton mode de vie, là, puis vraiment sur tes valeurs, tes principes, tout ça, puis on ferait la liste de qu'est-ce qui te caractérise, puis on pourrait prendre ça et dire, bon, est-ce que Vincent... Oui, c'est ça. Est-ce que Vincent serait un bon protestant? Oui. Est-ce qu'il serait un bon juif? Oui. Est-ce qu'il serait un bon catholique? Oui. Tu sais, parce que généralement, je pense qu'il y a des bons athées et des mauvais athées. Dans le sens, les bons athées, c'est juste qu'ils ont intégré dans leur mode de vie les valeurs qui sont véhiculées dans les religions. C'est juste qu'ils ont sorti le côté un peu science-fiction de la patente. Grosso modo, je le vois de même. Là. Les mauvais athées, c'est ceux-là qui détestent les religions. Tu sais, eux autres sont en guerre contre les religions pour je ne sais pas trop quoi. Là. Il y a en fait, je diverses raisons, peu importe. En fait, c'est qu'ils sont passés d'un clan à l'autre. Théocratie. Non, mais pour moi, si tu es contre la théocratie, tu sais que tu es. Oui. Parce que pour moi, tu as des athées comme André Comte. Il n'y a pas de théocratie au Québec, puis il y a des gens qui sont contre les religions. Tu sais, je veux dire, il y a des athées militants. Là. Ça peut être gossant. Mais c'est pas la même chose. Hein? Tu as des André Comte-Sponville chez les athées qui sont pas super agressifs, mais ils haïssent la théocratie. Donc, genre, le régime en Iran, that sucks donkey dicks. Right? C'est pas correct, c'est pas bien. Mais tu as aussi des Christopher Hitchens dont j'admire la verve, mais pas nécessairement l'opinion. Où est-ce que toutes les religions, peu importe c'est quoi, même dans une société d'une démocratie libérale, c'est toujours une menace parce que c'est anti-raison d'être religieux. Je ne suis pas sûr que j'irais dans la position de Hitchens, même si j'ai toujours eu une sorte de petite relation amoureuse avec puis ça mène aussi à des trucs délirants. Moi, j'en ai lu pas mal des trucs d'athéistes quand j'étais à l'université. Puis tu as des auteurs là-dedans qui essayent de t'expliquer qu'en gros, je sais pas moi, Jésus était schizophrène, puis c'est pour ça qu'il entendait des voix. Puis là, t'es comme, Chris, mais est-ce que vous êtes capable de comprendre qu'il y a un aspect métaphorique là-dedans? Là? En fait, ils sont aussi pires que les croyants littéralistes qui prennent tout au pied de la lettre. Là. Oui, Mané, il a vraiment changé de l'eau en vin. Écoute, je vais être honnête avec toi. Si tu as un problème avec les religions, mais que tu trouves que Karl Marx c'est pertinent comme commentaire social, tu as un problème de dissonance. Oui, je suis d'accord. Tu peux arriver comme moi et dire, au final, là, regarde la société en général, prends ce qui fonctionne, laisse les gens s'arranger, puis ce qui fonctionne pour toi ne fonctionne pas pour une autre personne. Puis, la plupart des gens font du syncrétisme. Je veux dire, quel pourcentage des gens ont lu toute la Bible et qui se souviennent de certains passages qui agissent comme des phares pour leur comportement? Je suis pas mal sûr que les passages qui disent que c'est correct de vendre ta fille, il n'y a personne qui pense que c'est une bonne idée. Moi, je me rappelle de Zaché. Je ne sais pas pourquoi, mais Zaché m'avait marqué, puis j'ai aucune idée pourquoi. Mais tu vas le vivre aussi avec tes enfants dans pas long, Vincent. Tu sais, à un moment donné, ils arrivent à l'âge où est-ce qu'il y a un certain apprentissage de normes sociales à faire avec eux. La facilité qu'offre la religion est incroyable, dans le sens que si tu arrives et tu dis « fais pas ça, pourquoi? Parce que tu vas aller en enfer. Tu devrais faire ça parce que tu vas gagner ton paradis. » Pour l'imaginaire d'un enfant, c'est extrêmement facile à intégrer. Puis honnêtement, nous, en ayant voulu élever nos enfants de façon athée, on n'utilisait pas le spirituel ou la religion pour passer les mêmes enseignements. C'est pas si facile que ça, honnêtement, avec un kid de 3-4 ans, expliquer toutes les nuances de pourquoi faire le bien, pourquoi faire le mal, sans ces outils-là. Parce qu'honnêtement, c'est des très bons outils avec des jeunes enfants. Parce que ça simplifie les choses énormément. Là. Ben, c'est drôle, tu dis ça. Ce que tu viens de me faire penser, c'est l'espèce de phrase que la raison souvent qu'on se comporte bien, c'est parce qu'on veut être bien vu par nos pères. Mais qu'est-ce qui arrive quand on est tout seul et que personne ne nous observe? Il faut que tu t'imagines, comme dit la phrase, « You must fear that somewhere, somehow, someone might be looking. » Puis, des fois, c'est de penser que c'est tellement important de t'imaginer qu'est-ce que les autres font. Donc là, tu t'imagines que toute la société t'observe à n'importe quel moment, au même titre que tu peux penser qu'il y a un être divin, un objet céleste qui t'observe, que ça peut être, peu importe c'est quoi, mais on a besoin d'une sorte on doit s'imaginer qu'il y a un observateur impartial qui nous force à, quand on n'est pas vu, de même là, bien agir.
c'est ça, c'est qu'Aristote et les autres parlent, l'exercice de la vertu. Mm-hmm. C'est de s'imaginer, c'est qu'on s'est tellement pratiqué à s'imaginer qu'on veut être vertueux. Donc, on veut non seulement être vertueux, mais être vu comme étant vertueux. On doit s'imaginer c'est qui le policeman, le policier qui nous observe à n'importe quel moment. Je peux imaginer pourquoi, dans un cas comme ça, la religion aurait été si importante. C'est pour ça que je n'ai pas cette haine de la religion. C'est que s'il y en a qui ont leur observateur impartial en s'imaginant une communauté de gens qu'ils aiment beaucoup, là, puis c'est un amour intense, puis qui s'imaginent que s'ils devaient être vus en termes de transgression, ils perdraient cet amour-là. Ça fait en sorte qu'ils se comportent bien. Super. Il y en a que ça peut être que c'est nécessaire, que c'est la question d'un jugement après la vie. Donc, tu as un jugement outre-tombe qui t'est fait. Au même titre que ça peut être uniquement une pratique récurrente de la réputation, de tellement juger notre réputation importante, peu importe c'est lequel qui fonctionne. Ils produisent toutes la même finalité, celle de limiter notre comportement opportuniste et de faciliter notre comportement coopératif. Fait que lequel tu utilises, je m'en fous un peu. C'est pour ça que je n'ai pas cette haine des religions-là. Good. Fait que là, Red Dawn, hein, qu'on disait. Ouais, Red Dawn. 1h15 plus tard, fait qu'on va être prêt pour le premier sujet. Non, ouais, mais là, moi je suggère qu'on passe à la partie bonus. Juste, non, je peux closer au moins sur le sujet que j'avais parlé, l'étude du NBR que j'ai pitché. Puis ça revient parfaitement au sujet des religions. La gauche pense que, puis ça, je peux le faire en 10 minutes, là, puis après ça, on peut passer à l'autre. La gauche pense qu'il y a deux manières de faciliter la mobilité sociale. Soit c'est que tu es né riche, puis que tu as un paquet de capital que ton papa peut te donner, ou que l'État transfère un peu de ceux qui en ont une tonne de capital, puis te le transfère à toi parce que tu es né. Right. C'est vrai que c'est une manière que tu peux faciliter la mobilité sociale, mais il y a un papier de James Heckman, qui est le lauréat du prix Nobel, la plupart des gens vont s'en foutre, mais selon moi, c'est mon idole personnelle parce que c'est un économètre. Puis le gars, c'est un expert dans mesurer les choses adéquatement. Donc, moi, j'adore ça. Mesurer les choses précisément, là, puis de dire non, pense à ce que tu es en train de dire. Right? Puis il faut que ça soit cohérent, que ça soit bien mesuré. Oui. Avec un de ses co-auteurs, ils ont écrit un article qui montre que tu as à peu près la même mobilité sociale au Danemark qu'aux États-Unis. Malgré le fait que l'État-providence au Danemark est 2 fois plus gros qu'aux États-Unis. What the hell? Mais c'est là qu'il souligne que ce qui compte beaucoup pour la mobilité sociale, c'est les facteurs familiaux. C'est les liens que tu as tissés dans ta famille, dans tes liens communautaires, le support de la collectivité que tu as. Puis ça, c'est vraiment important. Puis l'image qui me vient en tête, c'est un de mes collègues, il a posté ça il y a quelques jours, Will Luther. Puis il a juste posté ça quand il a publié un article dans le Wall Street Journal. Will Luther est un professeur d'économie à Florida State University. Florida Atlantic, excuse-moi, c'est pas important. Mais lui, il vient d'un milieu vraiment pauvre. Puis il avait été admis à l'université avec une université privée qui avait donné un full scholarship, mais il devait payer un frais pour la résidence avant de pouvoir rentrer. C'était comme une condition. Puis il n'y avait pas 500$ qu'il fallait payer. Puis c'était sa grand-mère ou un voisin, quelque chose comme ça. Il y avait une histoire avec un voisin où est-ce qu'ils ont arrangé d'avoir le 500$ pour justement que lui aille à l'université. Maintenant, c'est un des économistes les plus productifs. C'est l'économiste du Bitcoin, by the way. C'est lui qui écrit le plus sur le Bitcoin. Il fait une fortune, en fait, je pense, juste en parlant de Bitcoin. Alors, dis-moi son nom, juste pour le faire. William Luther, comme les luthériens, mais juste... c'est un roux. C'est son grand défaut, comme je dis tout le temps. Je veux dire, he has gingivitis. He's a daywalker. Comme ça, l'écœuré. Daywalker. Écoute, il est capable de marcher dehors à la lumière, même si techniquement il brûle un petit peu. Anyways, j'adore ça. C'est un gars vraiment incroyable. Je l'admire beaucoup. Mais je ne savais pas cet aspect-là de sa vie, mais dans le nugget d'informations comme quoi que c'était un voisin qui a aidé sa grand-mère à trouver les fonds pour qu'il fasse ce petit paiement-là, ça te montre l'importance pour, pas juste en termes de bien-être personnel à n'importe quel moment, mais aussi en termes de mobilité sociale, de toutes ces formes de gouvernance qui existent à côté. Donc, tu sais, quand les gens me disent les États-Unis, c'est une société
qui avantage les riches. Non, non, parce qu'il y a le paradoxe du fait que les gens les plus pauvres aux États-Unis sont plus riches que des gens dans le top 10% de certains pays. Le bas 1% des États-Unis, le plus pauvre 1% des États-Unis, leur revenu sur l'ensemble d'une vie est supérieur, est dans le top 10% dans le monde. Tu as énormément de mobilité sociale à partir du bas aux États-Unis, malgré l'historique de discrimination contre eux légale. Les Noirs américains sont les Noirs les plus riches sur Terre. Il y a quelque chose que les États-Unis réussissent à faire en termes de mobilité sociale qui est exceptionnel. Puis c'est pas à cause de leur État-providence, c'est à cause de tous ces petits trucs-là qui existent autour. C'est pas vrai que l'État-providence n'aide pas. Hein. C'est sûr que donner autant d'argent, parce que les États-Unis doivent avoir donné quand même une shit tonne, doit avoir un effet à la marge. Mais le fait que tu es capable de matcher le Danemark, qui a 2 fois le niveau de dépenses relativement au PIB sur des dépenses sociales, puis tu matches avec eux, ça te montre l'importance de tous ces autres mécanismes-là. Puis qu'eux ne partent pas avec ce degré d'inégalité-là, avec des... Exactement. Ils partent même pas du même point de vue, en plus. Que tu es capable de conquérir les différentes étapes de l'échelle des revenus. Puis ça, c'est vraiment la grande vertu de tous ces mécanismes de gouvernance privée qui existent en design, c'est qu'ils sont tellement flexibles. Ils sont tellement adaptés aux gens qui en ont besoin, qui sont capables de produire des résultats qui sont difficiles à voir à première vue, qui ne sont pas le truc le plus facilement observable, mais que quand tu es capable de les observer comme eux, ils font, parce qu'ils ont trouvé 2 bases de données qui matchaient en différentes bases de données, donc on va compléter le portrait le plus complet possible. Tu observes ça, ben, tu te dis, la seule chose qui est possible à éliminer, qui nous reste, c'est l'importance soit des facteurs culturels. Right? Puis si tu es large, tu peux inclure dans les facteurs culturels la vie communautaire que les gens bénéficient, jouissent au quotidien. Ben, c'est là la grande vertu, je pense, de limiter la sphère du politique pour augmenter cette sphère qui, dollar pour dollar, dépense mieux, a plus d'effets, permet justement plus de chances d'ascendance sociale. Ça, là, c'est incroyable comment c'est sous-estimé. Fait que, quand on faisait la défense des religions, ben, l'idée que dans un marché compétitif de la foi, que les gens cherchent des associations, des collectivités, puis qui cherchent leur membership communautaire indépendamment de où est-ce qu'ils sont, selon leurs préférences à eux, mais tu es capable de créer des liens sociaux qui sont beaucoup plus forts que tu réalises et capable de générer des choses incroyables comme l'un des pays les plus riches sur Terre, l'un des pays avec le plus d'innovation sur Terre, l'un des pays où est-ce que tous les immigrants veulent aller malgré tous ces défauts comme pays. Ben, tu l'as ton histoire des États-Unis ici.